Malgré sa bonne santé économique, l'Espagne possède un record dont elle se serait bien passée. Celui du pays européen au plus fort taux de pauvreté infantile. Depuis près de 20 ans, ce chiffre a doublé. Il impacte un tiers de la jeunesse. Et cela commence dès les bancs de l'école. À cause de la pauvreté, de nombreuses familles ne peuvent pas s'acheter des aliments de bonne qualité, car coûteux. Conséquence, les enfants ont des baisses de concentration. Allez les enfants, c'est l'heure du petit déjeuner. Dans le cadre du programme de consommation de fruits, aujourd'hui, c'est mandarine pour tout le monde. D'accord ? Pour la première fois en Espagne, les enfants pauvres risquent de vivre moins bien que leurs parents. L'Andalousie est la région la plus pauvre d'Espagne, mais aussi d'Europe. Cristina habite à Utrera, à 30 km de Séville. Elle n'a plus de contact avec le père de Dylan, son fils de 9 ans. Elle l'élève donc seule, tant bien que mal. Courez pas, courez pas. Bonjour. C'est une évidence. J'ai remarqué une augmentation de la précarité ces dernières années. À mon avis, elle est due à l'inflation, à la hausse du prix de l'alimentation, du logement, des loyers. Cette hausse des prix a un impact direct sur les familles, car beaucoup ne peuvent pas acheter certaines ressources, certains matériels, qui sont nécessaires pour que les élèves puissent travailler de manière adéquate. Les suffixes sont des particules que l'on ajoute à la fin d'un mot pour en former de nouveaux, d'accord? Ici, par exemple, nous avons le suffixe d'or. Dylan, peux-tu me dire quel est le suffixe de zapatero? Zapato. Très bien, zapato. J'ai aussi constaté que l'attention des élèves baissait. Ils n'ont pas accès à de la nourriture de bonne qualité car coûteuse. Moralité, ils consomment davantage de sucre, ce qui provoque des baisses de concentration. Les enfants, je vais compléter le fruitomètre. Adriane, Abraham. Afin d'inciter les élèves à manger des fruits, les enseignants ont inventé le fruitomètre. Un classement ludique récompensant ceux qui en rapportent le plus souvent. Sari n'est pas venue, pareil pour Triana. Maria? Notre système du fruitomètre s'inscrit dans le programme d'habitudes de vie saine. Il encourage les élèves à consommer des fruits et ainsi à acquérir une habitude de vie saine. Il s'adresse à toutes les familles d'élèves qui sont en situation de déficit alimentaire et qui ont besoin d'aide et de ressources. On les intègre à un programme qui débute au déjeuner. Plus tard, nous leur donnons un sac de nourriture à emporter à la maison. Ainsi, cela leur garantit un goûter et peut même servir pour le dîner. Mais face au nombre de familles dans le besoin, les finances de l'école s'avèrent insuffisantes. Nous avons besoin que nos moyens, nos effectifs humains et nos ressources économiques soient augmentés. Il faut que l'administration publique et, si possible, que l'administration privée collaborent, sans quoi les besoins des familles et notre mission ne seront pas garantis. Les contraintes financières ont un impact pédagogique. Alors, l'établissement scolaire Coca de la Piñera s'appuie sur un réseau d'organismes locaux qui soutiennent les familles d'enfants dans le besoin. Parmi eux, l'association Mujeres de Santiago El Mayor.
Bonsoir. Dylan? Après les cours, nous offrons du soutien éducatif. Ce sont des activités complémentaires. L'école nous demande de renforcer telle ou telle matière. Ce que nous faisons, c'est consolider les connaissances qui ont été enseignées en classe. Nous avons 2 billets de 100 €. Après avoir payé la facture, on lui rend 3 pièces de 2 €. Quel est son montant? Quand on parle de pauvreté intergénérationnelle, il s'agit de celle transmise par les grands-parents vers les parents, les enfants, les frères. Dans les foyers pauvres, la première chose qu'on supprime, ce sont les besoins éducatifs. Or, l'éducation est primordiale pour pouvoir rompre la spirale de la pauvreté et de l'exclusion. Et pour y arriver, il est nécessaire de travailler avec tous les membres de la famille. Cristina vient d'une famille pauvre. Sa mère, femme de ménage, l'a principalement élevée seule. Avec son fils, Cristina se retrouve dans la même situation et ne peut travailler qu'à temps partiel. La cafétéria qui l'employait vient de déposer le bilan et elle se retrouve désormais au chômage, comme 40% de la population andalouse. Je touche 300 € de chômage et avec les allocations, ça fait un peu plus de 600. À deux, on survit avec ça. Tous les mois, en prévision de l'anniversaire de Dylan, pour la fête des rois, je mets quelque chose de côté. Si un mois je peux économiser 10 €, je mets 10 €. Si je peux mettre 5, ben c'est 5. Comme ça, je suis sûre qu'il a quelque chose et qu'il ne sera pas déçu. Il sait que sa mère n'est pas riche. L'autre jour, il voulait un paquet de pétards. Je lui ai dit, d'accord, je te l'achète. Mais tu ne me demandes plus rien, jusqu'au mois prochain. Et il sait que même s'il me le demande, il n'aura rien de plus. Il est conscient de ce que nous avons, que je ne peux pas faire plus. D'un côté, je me sens mal parce que je veux tout lui donner. Mais de l'autre, je me sens bien parce qu'il apprend que dans la vie, on n'obtient pas tout sans effort. J'essaie toujours de lui montrer les difficultés que je traverse, afin qu'il n'ait pas envie de les revivre. Mais j'espère que ce cycle infernal va s'arrêter, que ce sera la dernière fois. Mon Dieu, je ne veux pas que mon fils soit serveur. Je veux qu'il fasse des études, quitte à travailler dans un bureau, où il veut, où ça lui plaît. Mais qu'il n'ait pas à nettoyer la merde des autres. Ou qu'il soit obligé d'être comme moi, ou comme l'a été ma mère. Je veux qu'il puisse bien vivre avec un salaire raisonnable. Il est intelligent, donc il devrait y arriver. C'est la première, la plus importante. Et moi, je peux en mettre aucune? J'échange beaucoup de mauvaises cartes contre des bonnes, et ensuite les bonnes, je les utilise dans les batailles. Tu te sens un peu triste? Un peu. Parce que tu aimerais avoir de nouvelles cartes? Quand je te dis qu'on ne peut pas se le permettre, pourquoi tu penses que je te dis ça? Parce qu'on ne peut pas se le permettre. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est très cher ou parce qu'il nous reste très peu. Peu de quoi? D'argent? Oui. Et nous devons manger, non? Oui. Bien. Je sais que les choses ne sont pas gratuites. Et aussi que personne d'autre ne pourrait m'aider mieux que toi, maman. Nous sommes à Barcelone, loin du centre touristique, plus précisément à Noubaris, dans un quartier défavorisé. Guillermo Otero est coordinateur pour Caritas, une organisation qui fédère les actions sociales et caritatives de l'Église catholique espagnole.
Fin 2025, il a supervisé un rapport qui démontre que le nombre de jeunes en situation d'exclusion a quasiment doublé en 20 ans. Bonsoir. Bonsoir. Hello, hello. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Très bien. Il a rendez-vous avec le directeur du centre pour évaluer la précarité des jeunes dans le quartier. Les familles qui fréquentent notre centre, soit elles vivent dans des logements insalubres, ou sont en cours d'expulsion, qu'elles aient de jeunes enfants ou pas. Oui, l'incertitude est totale. C'est ça. Du jour au lendemain, ou peut-être que la semaine d'après, elles vivront toujours dans l'appartement. Ce qui nous inquiète fortement, c'est la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Pour la première fois, on constate que les nouvelles générations vivent et vivront moins bien que leurs parents. Notre système de protection sociale est particulièrement développé et efficace pour une partie de la population, les personnes âgées, mais cette protection est quasiment inexistante pour les enfants, les jeunes et les adolescents. Honnêtement, je pense que le concept de méritocratie est devenu une supercherie. Il y a énormément de personnes qui travaillent dur, qui quotidiennement se tuent à la tâche, mais qui n'obtiendront jamais les récompenses que la société leur avait promises. C'est ça. Parfait. Oui. Merci pour tout. À la prochaine. Pour établir son rapport, Guillermo a rencontré de nombreux bénéficiaires de Caritas. Aujourd'hui, il rend visite à Diana, une femme de ménage dont les 2 enfants grandissent dans un contexte de précarité avancée. Bonsoir. Bonjour Diana. Ça va? Comment tu vas? Comment vas-tu? Ça sent bon? Qu'est-ce que tu cuisines? Des hamburgers. Super. Diana, je voulais te demander, quelles sont selon toi les principales difficultés rencontrées par une famille avec de jeunes enfants? La priorité, c'est toujours le loyer, le logement et la nourriture et les factures. Ça, c'est la priorité. Si un mois, je n'ai pas assez d'argent pour acheter des yaourts à ma fille, eh bien tant pis, elle boit du lait. Mon fils Sébastien, depuis ses 16 ans, je lui verse une somme d'argent qu'il doit gérer. Je l'ai prévenu. Avec ça, tu dois payer ta carte de métro, tes déodorants et tes affaires. Bonjour mon fils. Bonsoir Sébastien. Oui, Je suis Guillermo, de Caritas, enchanté. pareillement. Sébastien est lycéen. Il a 17 ans. On était ici en train de parler de toi. On parlait justement de toi. Ma question c'est, la somme d'argent que tu reçois chaque mois, elle te permet de faire quoi? Tu la consacres à quoi? N'oublie pas que ta mère est avec nous et qu'elle t'écoute. Fais attention à ce que tu dis, hein. Je lui donne son argent, mais je peux voir ce qu'il dépense ou pas. Quand je veux m'acheter quelque chose, je réfléchis. Je pèse le pour et le contre. Si je veux pouvoir sortir avec mes amis, je dois faire des économies et pas acheter n'importe quoi. L'année dernière, en juin, j'ai eu une crise d'angoisse. Son stress était lié à l'argent et au travail, comme pour tout le monde. Ma mère se donne beaucoup de mal pour ramener un peu d'argent, afin qu'on puisse tous vivre dignement. Ce minimum vital, elle arrive juste à le gagner, mais elle doit se tuer à la tâche pour l'obtenir. Et du coup, ma plus grande peur, ça a toujours été de grandir. Ah oui? Comment ça? Je sais pas, quand je vois ma mère, elle est super et tout ça, mais quelque part, ça me fait peur. C'est sûr. Sans vouloir te vexer, maman, j'ai pas envie de finir comme toi, tu vois. Avoir ton stress, autant de responsabilités et tout ça, c'est pour ça que... Il ne veut pas grandir. Exactement. Et parfois, c'est ce qui me déprime. Si tu devais évaluer ta situation, tu penses que dans le futur, elle va s'améliorer ou empirer? Je pense qu'elle va empirer. Ici, autour de moi, il n'y a pas grand-chose qui progresse. Je ne vois pas vraiment de possibilité d'amélioration. Fiston, combien de pain pour les hamburgers? Je sais pas. On est 8. Compte ceux sur la table. Il m'en manque combien?
Par solidarité, Diana héberge son beau-frère et sa femme. Comme son appartement est petit, ils dorment sur le canapé. Ces 10 dernières années, le prix des loyers a doublé en Espagne. Dans la très touristique Barcelone, c'est encore pire. De nombreux locataires ont basculé dans la pauvreté. Je trouve que le sentiment le plus répandu chez les jeunes aujourd'hui, c'est la frustration. Ils ne croient plus en un projet de vie. Ils ne croient plus en l'avenir. Il faut se demander comment vivront les générations à venir. Et surtout, si tout doit continuer à se dégrader comme ça, alors jusqu'où ça va aller? Miguel vit à l'Hospitalet de Llobregat, une banlieue défavorisée de Barcelone. Comme Sébastien, il a 17 ans, mais lui refuse l'idée de fatalité sociale et a décidé de se battre. C'est Camarón, une légende du flamenco. À l'époque où il se produisait, ses chansons étaient connues de tout le monde. C'est un mythe. Dans le quartier, on l'écoute beaucoup, il fait partie de notre âme. Malgré son jeune âge, Miguel est passionné de flamenco, une musique issue des classes populaires et qui en raconte ses difficultés. Ici, c'est un quartier très modeste, avec des gens qui travaillent dur. Nous sommes très soudés. On se soutient les uns les autres. Certains jours, je devais me contenter de riz avec du ketchup. Même quand j'allais mal, je descendais faire un tour avec mes amis, et une fois avec eux, j'oubliais mes problèmes. Quand j'étais petit, je venais dans ce parc avec mes copains et nos mères. On passait tous nos après-midi ici à jouer et à rire. En général, les jeunes d'ici pensent qu'ils sont prisonniers de leur milieu social et économique. Mais moi, je suis convaincu qu'on peut arriver à s'en sortir. Edwin, Moja. Miguel était en échec scolaire. Et puis, il y a quelques mois, il a été dirigé vers une formation professionnelle en alternance. Il faut enlever ça, non? Oui. Très facile. Je suis très fier de moi parce que je ne travaillais pas beaucoup à l'école. Mes études ne m'intéressaient pas du tout. Depuis que je suis ici, j'arrive à 8 h du matin et ça me procure même du plaisir. Je pense que ma mère est fière que je fasse des études, mais aussi parce que je vais en tirer profit et décrocher un emploi. Voilà, c'est fait. Les gens de mon âge devraient envisager d'étudier la mécanique, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce secteur. Pareil avec la menuiserie ou la charpenterie. Il y a un vrai manque de main-d'œuvre. On le remonte, c'est bon? Pousse, pousse, c'est bon, c'est rentré. Voilà mon pote, c'est bon. Il est rentré d'un seul coup. Et c'est précisément dans ces filières que la fondation Lindar réinsère les jeunes. Depuis sa création, il y a 20 ans, son objectif est d'enrayer la spirale de la pauvreté qui les prive de formation et d'emploi. Tout va bien? Oui, tout va bien. Tu es bien traité? Oui, je suis content. Parfait. El Lindar est un lieu de vie, une école qui offre de nouvelles opportunités. Nous travaillons avec des jeunes et des adolescents qui sont exclus du système éducatif et social. Ceux qui arrivent sont en rupture scolaire et donc très en colère. Avant cela, ils ne trouvaient leur place ni à l'école, ni dans un cadre professionnel, ni dans la vie en général. Ici, nous essayons de leur donner l'envie d'apprendre. Nous leur faisons comprendre qu'ils ont leur place dans le monde et qu'à l'avenir, ils peuvent s'en sortir économiquement et socialement. Nous constatons une progression incroyable dans leur vie. Ils arrivent en situation d'échec, mais finissent par décrocher un contrat.
Grâce à des financements publics et privés, la Fondation El Lindar est parvenue à offrir une seconde chance à plus de 7500 jeunes de la région de Barcelone. Avec la mécanique, la restauration est la filière offrant le plus de débouchés. Excusez-moi, j'ai du pain aux céréales et du pain blanc. C'est la voie qu'a choisie Shema, 17 ans. Quand j'avais 7 ans, on a déménagé. À cause de ça, je ne suis pas retournée en classe tout de suite. Cela a duré et je ne savais pas ce que mes camarades avaient appris entre-temps. J'étais en retard et en plus, personne ne m'aidait. Mon passage au collège a été très compliqué. Il y a des gens qui prétendent que les jeunes comme moi n'ont pas d'avenir, qu'ils ne feront rien de leur vie. Et pourtant, on est quand même là. Excusez-moi, peut-être le savez-vous déjà, mais le poisson du jour, c'est du maigre. Avant cette formation, je ne savais pas que le contact avec les clients me plairait autant. D'être avec eux, de les servir. Une fois, j'ai renversé une boisson sur quelqu'un. Mais comme les clients savent que nous sommes en apprentissage, alors ils ne le prennent pas trop mal et ne se fâchent pas vraiment. Cette formation m'a beaucoup changé. Elle m'a ouvert les yeux et permis de réaliser qu'il y a toujours des raisons d'espérer le meilleur, qu'on peut continuer à avancer afin de réaliser ses rêves. Les gars, une lasagne de poisson, 2 boissons gazeuses. Table 6. Je vis avec ma mère, mon beau-père et ses enfants. Pour l'instant, on s'en sort tant bien que mal. À cause de mes problèmes, ma mère avait peur que je n'arrive pas à obtenir le brevet. Mais dorénavant, elle est très fière de moi. Elle ne veut pas que j'arrête d'étudier, parce que c'est important pour mon avenir. Cette formation lui a aussi permis de décrocher en parallèle un petit boulot dans un restaurant, car il y avait urgence. Shema est issue d'un milieu pauvre et sa mère a besoin de son aide financière pour subvenir aux besoins de la famille. Voici les gens de ma classe. Cette formation nous a énormément apporté. De la stabilité, de la confiance en nous, mais aussi des professeurs qui se préoccupent de nos études. Quand tu es mineur, c'est plus difficile de trouver du travail. On te dit tout le temps, si tu n'as pas d'expérience, alors c'est que tu n'as pas envie d'apprendre. C'est pratique pour les employeurs. Ils nous sous-payent et nous imposent plus de tâches et à moindre coût. Ils nous voient comme des jeunes sans expérience, alors ils nous exploitent. Mais avec des efforts et de la détermination, je crois qu'on va s'en sortir. Miguel vit avec sa mère, dans un petit appartement que la famille loue depuis 4 générations. Avec une seule main, avec le guidon plié, tu vois. Je peux frimer comme ça. Bonjour. Séparée depuis plusieurs années, Elva est actuellement en arrêt maladie. J'ai supporté seule la charge économique et émotionnelle de son éducation. Il n'y avait que mon salaire. Je me débrouillais pour qu'il ne traîne pas dans la rue, pour lui trouver des occupations, des activités saines, productives. Mais économiquement, c'était dur. Dans ce quartier, il y a une grande précarité. Les enfants grandissent en ayant conscience de leur situation familiale. Ils se rendent compte que leur père est au chômage, que leur mère ne peut pas travailler et qu'il n'y a qu'un seul salaire. Je n'accordais pas tant d'importance que ça à son absence, car je savais que ma mère devait travailler. Je comprenais que sinon, on ne pourrait pas joindre les deux bouts. Depuis que je suis petit, ma mère a toujours tout fait pour moi. Elle mérite que je lui rende l'appareil. Sinon, ce serait moche de donner sans recevoir en retour, non? Oh, je t'aime. Guillet habite Cadiz,
Connue pour son patrimoine historique, cette presqu'île est entourée de plages. Son activité économique repose principalement sur le tourisme. Il vit dans une cité résidentielle modeste, dans la petite maison de ses parents. Il y partage une chambre avec ses 2 frères. Entre, mon petit. Maman, le pain. Il manque un peu de salmorejo. Mais dans la très prisée Cadiz, l'envers de la carte postale n'est pas si séduisant. Ici, le seul débouché, c'est l'hôtellerie. Et donc des emplois précaires, des contrats à durée déterminée. On travaille 7 ou 8 mois et le reste de l'année, on touche le chômage si on y a droit. Beaucoup de jeunes qui ont fait des études, qui ont une bonne formation, finissent par travailler chez McDonald's ou Burger King. C'est un gâchis. Guillet a la chance de ne pas payer de loyer et ainsi de pouvoir plus facilement financer ses études. Grâce à son petit boulot de livreur, il peut aussi compléter les revenus limités de ses parents. Guillermo ne nous coûte rien, car il a ses propres ressources financières. S'il voit que nous avons besoin de quelque chose, il nous aide financièrement. Il nous aide beaucoup. Cette recette s'appelle le salmorejo. C'est typique d'Andalousie, à base de tomates, d'huile, de vinaigre, de sel et d'une petite gousse d'ail. Allez, viens. Wow. Ça tue. En tant que parents, c'est difficile de voir nos enfants s'investir corps et âme dans leurs études. Depuis qu'ils sont petits, on leur demande d'étudier quelque chose qui leur plaît. Et puis quand ils sont sur le point d'entrer dans le monde du travail, il n'y a aucune opportunité. C'est vraiment dommage que le gouvernement ne s'investisse pas plus auprès des jeunes. Que cela soit dans tous les domaines, comme les domaines très importants, comme l'emploi, le logement, l'éducation. Les mesures et les budgets mis en place par le gouvernement actuel peinent à porter leurs fruits. Guillet a donc décidé de ne compter que sur lui-même. Il suit une formation professionnelle comme urgentiste médical, encadré par Ayuda Nación. Cette association aide les jeunes en difficulté à décrocher un emploi. Antonio est son tuteur. En fait, je voulais te poser quelques questions. Est-ce que ça fait déjà 1 mois que tu as commencé ton stage d'urgentiste? À peine 1 mois, oui. As-tu besoin d'aide? En ce qui concerne la pratique et les exercices, je me sens à l'aise. Et le déplacement vers le centre où tu fais ton stage n'est pas trop long? Non, ça va. En Espagne, 86% des moins de 30 ans habitent chez leurs parents. Pour Guillet et sa mère, cette cohabitation est aussi l'occasion de partager encore plus de moments précieux et intimes. Maman, j'ai pris 50 000 photos. Le carnaval de Cadiz est le plus prestigieux du pays. Rendez-vous incontournable, il possède une particularité, sa tradition parodique et dénonciatrice. Il s'apparente à une voix du peuple qui dénoncerait les problèmes à Cadiz, notamment ceux liés au logement, aux jeunes, au travail. Malheureusement, après, il n'y a aucune répercussion concrète. Si j'avais le pouvoir de changer quelque chose ici, cela concernerait les opportunités de travail et de logement pour les jeunes. Pareil pour moi. Il faut faciliter la vie des jeunes pour qu'ils puissent aller de l'avant. On t'a jeté des confettis.
Regarde.